Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce mardi. Le procès du violeur présumé de l'ISESFA qui a démarré aujourd'hui à Casablanca a été reporté au 19 novembre par les juges qui ont besoin de plus de temps pour faire toute la lumière sur ce scandale présumé de pédophilie. Au Liban, Saïd Hariri annonce la démission de son gouvernement. Le Premier ministre a pris la parole cet après-midi au 13e jour d'une contestation populaire inédite marquée par de nouveaux heurts dans les rues de Beyrouth. Il représente la deuxième cause de mortalité dans le monde, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Quels sont les facteurs de risque, les symptômes, les traitements? Que faire quand ça arrive? Éléments de réponse dans ce journal. Pour sa deuxième édition, état d'urgence d'instant poétique, manifestation d'art contemporain réunit une douzaine d'artistes au Jardin d'essais botaniques à Rabat. Dans cet espace naturel, les œuvres prennent vie comme pour se fondre dans la végétation et prolonger l'écosystème naturel. Madame, monsieur, bonsoir. Il est accusé d'avoir sexuellement agressé plusieurs jeunes filles. Le procès du violeur présumé de l'ISESFA qui a démarré aujourd'hui à Casablanca a été reporté au 19 novembre par les juges qui ont besoin de plus de temps pour faire la lumière sur ce scandale présumé de pédophilie. La semaine dernière, la police a arrêté un cinquantenaire soupçonné d'avoir sexuellement agressé plusieurs jeunes filles âgées entre 6 et 10 ans. Selon les témoignages, le mis en cause a tiré les victimes à la sortie de classe devant les rétablissements scolaires. Reportage Youssef Hmidir, Douane Bouarouk et Shayma Al-Allam. Le récit est de Selim Abnab. Dans les couloirs, l'ambiance est pesante. Les 5 filles sont assises côte à côte. Elles vont dans quelques minutes affronter le regard de l'homme accusé de les avoir violées pour certaines à plusieurs reprises. L'une des mamans qui a accepté d'être filmée à visage découvert est au bord des larmes. Mes 2 filles sont en primaire. Que vous dire ? Nul besoin de vous raconter les détails. Je pense que vous comprenez ce que je vis et ce que je ressens. Je vis un moment terrible, mes filles encore plus. Elles sont tombées malades à cause de ça. Cette mère de famille a accepté quelques jours plus tôt de nous emmener sur les traces du présumé violeur en série, ou du moins sur le chemin qu'il aurait emprunté tout au long de l'année pour attirer ses filles, ainsi que les autres victimes, avant de les convaincre de les suivre sur ce terrain vague de l'ISESFA, à l'abri des regards. D'après le tissu associatif qui suit l'affaire de très près, les victimes seraient beaucoup plus nombreuses, seulement les familles auraient préféré garder le silence, le sentiment de honte et de culpabilité étant plus fort. Le premier jour, elles étaient 20 à souhaiter témoigner. Aujourd'hui, elles sont 5 à vouloir témoigner avec leur famille devant la justice. Celles qui ont refusé ont peur du rejet de la société. Il faut le dire, notre société voit d'un très mauvais œil les personnes victimes de viol. 20 au début, 5 à la fin. Quoi qu'il en soit, il faudra plus de temps à la chambre criminelle de la cour d'appel de Casablanca pour faire toute la lumière sur cette affaire, des plus sordides. Le procès a été renvoyé au 19 novembre pour des questions de procédure. Une saisie de près de 4,5 tonnes de résine de cannabis au port de Tangemed. Les services de la Sûreté nationale et des douanes au niveau de l'infrastructure portuaire ont réussi à mettre en échec conjointement cette tentative de trafic de drogue à bord d'un camion de transport international à destination de l'Europe. Cette quantité de Shira a été découverte dans une cargaison de poissons. Le chauffeur, âgé de 44 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. Un mot également sur ces nouvelles précisions concernant la cellule terroriste démantelée vendredi par le BCIJ. Un ressortissant syrien est activement recherché. Il s'agit d'un émissaire dépêché par Daesh auprès de l'émir, chef de file de la cellule, selon Abdelhak Riem, qui a précisé hier lors de la conférence consacrée à la présentation des dernières données relatives au démantèlement de la cellule que son portrait robot est en cours d'élaboration.
C'était le fondateur et le chef de l'État islamique en Irak et en Syrie, Abu Bakr al-Baghdadi. Après l'annonce de la mort de la tête pensante de Daesh, Donald Trump a annoncé que le successeur du numéro 1 du chef du groupe terroriste a lui aussi été éliminé. Les développements avec Amina Mkhar. Comme à son habitude, c'est sur Twitter que le locataire de la Maison-Blanche annonce l'élimination du successeur d'Abu Bakr al-Baghdadi. En revanche, Donald Trump ne donne aucun détail sur l'identité de cet individu, une révélation qui intervient 48 heures après celle concernant le chef de l'organisation terroriste. Nous sommes conscients que la mort d'al-Baghdadi ne signifie pas la fin du problème. Les terroristes sont encore présents sur le terrain. L'engagement de la coalition sera donc le même, car nous savons que ce groupe terroriste agit encore à Kirkouk, au nord de l'Irak par exemple. Et c'est justement en Irak, au nord de Bagdad, que ce camp de réfugiés yazidis se réjouit de l'annonce de la disparition de tout un symbole du terrorisme. C'est un soulagement de savoir que cet homme n'a plus la possibilité de faire du mal. En revanche, le terrorisme est toujours en vie et il y aura d'autres personnages pour remplacer al-Baghdadi ou encore son successeur. Nous sommes heureux pour le monde entier car cet homme était en quelque sorte l'ennemi de l'humanité. Même si Washington ne précise toujours pas l'identité du deuxième homme tué, tout porte à croire qu'il s'agit d'Abu Hassan el-Muhajir, bras droit d'Abu Bakr al-Baghdadi et porte-parole de l'organisation terroriste. Daesh qui continue de représenter une menace dans plusieurs régions du monde, notamment au Sahel où l'un de ses éléments les plus recherchés se trouve. Abou Walid Sahraoui, qui est un ancien membre du Polisario. Les connexions de ce front séparatiste avec plusieurs organisations terroristes inquiètent la communauté internationale à l'heure où le Conseil de sécurité doit se réunir cette semaine autour du dossier du Sahara. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux à New York, Lahsin Hobban et Abdelrahim Bouhtioui. Le récit est de Mehdi Soufiane. C'est dans la région du Sahel que se trouve l'un des terroristes les plus recherchés au monde. Abou Walid Sahraoui est un ancien membre du Front Polisario. Il a rejoint Daesh en 2015. Son parcours témoigne des liens aujourd'hui avérés entre le Polisario et les différents groupes terroristes dans la région sahélo-saharienne. Les relations entre le Polisario et les organisations terroristes dans la région sahélo-saharienne sont constantes et cela a été prouvé et documenté au cours de ces dernières années. L'un des dirigeants du Polisario a rejoint Daesh. Il est aujourd'hui recherché. Alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit cette semaine à New York autour du dossier du Sahara, la communauté internationale ne cache pas son inquiétude quant aux menaces que représentent les groupes terroristes dans la bande sahélo-saharienne, des groupes qui entretiennent des liens avec le Polisario. Il est important de rappeler qu'au cours de ces dernières années, le Polisario a établi des liens avec des groupes criminels et des trafiquants d'armes dans la région située entre la Mauritanie et le Mali. Ils ont également été soutenus par l'Iran et le Hezbollah. L'ONU s'inquiète également pour la sécurité des missions onusiennes déployées dans la bande sahélo-saharienne qui sont aujourd'hui visées par les organisations terroristes qui représentent également une menace pour l'ensemble des pays de la région. En Algérie, le mouvement de contestation ne faiblit pas. Plus de 2000 étudiants ont manifesté dans les rues d'Alger pour le 36e mardi consécutif. Ils rejettent la tenue de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain et pour laquelle 22 candidats se sont présentés. Quant aux magistrats, ils poursuivent leur mouvement de grève, une action inédite en Algérie pour dénoncer la mainmise du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Au Liban, Saïd Hariri annonce la démission de son gouvernement. Le Premier ministre a pris la parole cet après-midi au 13e jour d'une contestation populaire inédite marquée par de nouveaux heurts dans les rues de Beyrouth. Le point avec Salim Ablab. Saïd Hariri est dans l'impasse. Il le dit lui-même. Cet après-midi, lors de sa prise de parole, le Premier ministre a annoncé la démission du gouvernement. Je me rends au palais Babda pour présenter la démission du gouvernement au président de la République. J'ai essayé, pendant cette période, de trouver une issue, d'écouter la population et de protéger le pays des conséquences économiques, sécuritaires et sociales. Au même instant, la nouvelle est synonyme de soulagement.
Elle a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par les milliers de manifestants éparpillés à travers Beyrouth qui campaient pour certains depuis le premier jour des manifestations il y a presque 2 semaines pour réclamer le départ de la classe politique. Notre première revendication, c'est le départ du gouvernement, chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. Deuxièmement, nous voulons des élections anticipées. Il s'agit de notre avenir, nous avons le droit de le construire. Le président libanais a reçu quelques minutes plus tard la lettre de démission du chef du gouvernement. Saad El-Hariri devrait pour le moment rester au pouvoir. La constitution libanaise prévoit qu'il dirige un gouvernement intérimaire le temps qu'un nouveau responsable soit désigné. Malgré le remaniement ministériel, de nouveaux heurts ont également éclaté au Chili au lendemain de la levée de l'état d'urgence. 10 jours après le début de la contestation, les rues de Santiago se sont de nouveau embrasées. Barricades en flammes, incendie d'un centre commercial, violence et intervention des forces de l'ordre. Le président a procédé comme prévu au remaniement de son gouvernement hier, une mesure qui n'a pas calmé la rue. La situation au Chili qui inquiète les participants à la COP25 avant ce grand rassemblement pour le climat, c'est la Suisse qui abrite un sommet mondial sur la haute montagne à l'initiative de l'Organisation mondiale de la météorologie avec l'objectif d'attirer l'attention sur ces zones durement touchées par les changements climatiques. Les détails avec Oussama Bradi. Du haut des cimes des montagnes suisses, ces neiges qui semblaient un temps éternel disparaissent au vent. Le temps d'une vie humaine. En Europe, comme dans le monde, le climat des montagnes change. Les avalanches, les pluies et les inondations se font plus fréquentes, bouleversant les modes de vie des populations locales. Nous sommes terriblement non préparés. Nos infrastructures datent du 19e et du 20e siècle pour un climat montagneux qui n'est plus d'actualité. Le prix que paient les communautés locales, ce qu'il coûte à la vie humaine, est inacceptable. C'est pour répondre à cette situation que l'Organisation mondiale de la météorologie organise à Genève le High Mountain Summit. Pendant 3 jours, scientifiques et experts se pencheront sur les données scientifiques qu'ils ont obtenues pour amoindrir l'impact du changement climatique sur les populations vivant dans les montagnes. Nos efforts actuels ne nous permettront pas d'assurer la promesse des accords de Paris de conserver une hausse générale des températures d'1,5 degré. On atteindra une hausse de 4 à 5 degrés d'ici la fin du siècle. Une mission qui s'annonce plus ardue que de grimper l'Everest pour ces experts. La fonte des glaciers des montagnes impacte bien plus directement les êtres humains que les glaciers des pôles. Mais les effets de ces derniers risquent d'être d'autant plus périlleux. Retour à l'actualité nationale avec cette annonce, le dialogue sur le dossier des enseignants cadres des académies régionales de l'éducation et la formation reprendra le 1er novembre selon un communiqué publié par le ministère de l'Éducation nationale. Ces sessions seront tenues en présence des syndicats de l'enseignement les plus représentatifs et des membres de la commission de dialogue représentant les cadres des académies, annonce toujours le ministère dans son communiqué. Santé à présent, il représente la 2e cause de mortalité dans le monde, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Quels sont les facteurs de risque? Quels sont les symptômes? Quels sont les traitements? Que faire quand ça arrive? Élément de réponse dans ce reportage de Oussama Oufkir et Younes Nasseri. Le récit de ce reportage est de Mehdi Foudi. Un accident vasculaire cérébral. Cette vieille dame a été hospitalisée en urgence, mais grâce à sa prise en charge, son état s'est stabilisé. Appelée également attaque cérébrale, l'AVC est considéré comme une fatalité, un arrêt brutal de la circulation sanguine à l'intérieur du cerveau. Son bras et sa jambe gauche ont été complètement paralysés. Nous nous sommes inquiétés pour son état.
Quand nous l'avons emmené à l'hôpital, ils nous ont dit qu'elle a été victime d'un AVC. Je conseille toutes les personnes qui ont leurs parents et membres de famille atteints de maladies chroniques de les hospitaliser en urgence en cas d'identification des différents symptômes dans un délai qui ne dépasse pas les 4h30. Avec ces deux types, ischémique et hémorragique, l'AVC est une pathologie dangereuse qui cause de nombreuses mortalités et handicaps. Parmi les symptômes les plus courants qui favorisent sa survenue, des troubles moteurs, des difficultés d'élocution, des troubles visuels ainsi que de l'équilibre, des éléments majeurs que plusieurs Marocains ignorent encore. Ce sont les personnes âgées qui sont souvent atteintes d'AVC. La majorité des jeunes ne connaissent pas ces symptômes. Personnellement, je n'ai pas d'idée. Tout ce que je connais, c'est que ce sont les personnes âgées qui sont les plus concernées par l'AVC. Avec l'âge, le risque de subir un accident vasculaire cérébral augmente, mais le plus important, c'est d'agir très vite. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont plus de 16 millions de personnes dans le monde victimes de cette attaque chaque année. Elle a été élue hier présidente du conseil de la région de Tanger-Tétouan-le-Hoceïma pour succéder à Ilyes El-Omari, Fatima El-Hissani, du parti Authenticité et Modernité, et la deuxième femme dans l'histoire du Maroc à présider une région. Retour sur le parcours de cette ancienne journaliste avec Sder Benzina et Fadel Sadouni, le récit est de Amina Benkhal. C'est avec un enthousiasme apparent que Fatima Hissani démarre sa première journée en tant que présidente de la région Tanger-Tétouan-le-Hoceïma. Tout commence en 2008 pour l'ancienne journaliste et syndicaliste qui rejoint dès sa création le parti Authenticité et Modernité. Un an plus tard, elle devient élue communale dans la province de Ouazzane, puis conseillère régionale et secrétaire générale du conseil en 2015. En tant qu'ex-secrétaire général du Conseil, j'ai suivi tous les grands dossiers et projets de la région. Ce que je peux souhaiter aujourd'hui, c'est que nous puissions travailler dans la sérénité pour pouvoir appliquer les orientations royales, car notre objectif est de mener une politique de proximité et de gérer la chose publique d'une manière rigoureuse et efficace dans l'intérêt des citoyens. وتدبير الشأن العام يعني بشكل يعني جدي وفعال لما فيه مصلحة ديال الساكنة. أكيد الاشتغال ديال السيدة الرئيسة فاطمة الحساني. L'expérience de la présidente de la région à Ouazzane est marquée par plusieurs éléments positifs. Je peux citer par exemple son esprit d'équipe et sa coopération avec les élus ou encore son travail acharné et son engagement en faveur de la province. À cette fulgurante ascension au sein des institutions représentatives s'ajoute un parcours académique très riche. Après une licence en droit général à l'université Mohamed V, Fatima Hissani décroche en 1996 le diplôme de l'Institut supérieur de journalisme et de communication. Et même à 57 ans, elle ne quitte jamais réellement les bancs de l'université puisqu'elle obtient cette année un master en gouvernance judiciaire et juridique. J'ai travaillé pendant 4 ans avec Fatima Hissani. Elle était alors secrétaire générale du conseil régional. Elle assistait à toutes les réunions et elle était très active au sein des commissions. En toute objectivité, il s'agit d'une femme honnête, droite et professionnelle. C'est aussi une grande patriote. Toutes ces qualités lui ont valu d'être élue à l'unanimité et de devenir ainsi la deuxième femme présidente de l'une des 12 régions du royaume. Pour sa deuxième édition, état d'urgence d'instant poétique, manifestation d'art contemporain réunit une douzaine d'artistes au Jardin d'essais botaniques à Rabat jusqu'au 16 novembre. Dans cet espace naturel, les œuvres prennent vie comme pour se fondre dans la végétation et prolonger l'écosystème naturel. C'est un reportage de Jehan Doublali, le récit est de Samia Haris. Des œuvres d'art qui prennent vie dans un jardin pour prolonger l'écosystème naturel dont ils sont issus. C'est l'esprit d'état d'urgence d'instant poétique. Chacun des artistes exposants interprète cette parenthèse poétique à sa manière. À travers ces cartes postales, j'ai mis en valeur les structures que vous voyez autour dans le jardin et qui ressemblent à des tentes que les soldats avaient plantées entre 1914 et 1917 quand ils sont arrivés. J'ai essayé de montrer comment on peut recréer une œuvre
à partir d'éléments détruits. En l'occurrence, ici, dans ces mosaïques. L'événement présente sa deuxième édition, l'occasion de créer une ambiance où l'art et la nature fusionnent pour ne créer qu'une seule entité. Nous avons pensé à créer une composition musicale qui va inciter le public à redécouvrir les sons de la nature et le chant des oiseaux. Les Herbati ont jusqu'au 16 novembre pour se réapproprier cet espace et redécouvrir le jardin d'essais botaniques sous un autre jour. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, une saisie de près de 4,5 tonnes de résine de cannabis au port de Tangemed. Les services de la Sûreté nationale et des douanes au niveau de l'infrastructure portuaire ont réussi à mettre en échec conjointement cette tentative de trafic de drogue à bord d'un camion de transport international à destination de l'Europe. Cette quantité de Shira a été découverte dans une cargaison de poissons. Le chauffeur, âgé de 44 ans, a été interpellé et placé en garde à vue. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Ralfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.